Bonjour. À l'image de notre société, le monde de la culture est figé depuis plus d'un an déjà. À l'arrêt, les salles de spectacle, les concerts, les festivals, les écoles de pratique artistique et bien d'autres encore. Pour notre 8e émission On est là, nous avons choisi de rencontrer quelques personnes qui ont bien voulu nous livrer leurs témoignages. Une étudiante de l'ESTBA nous parle de la colère des gens du spectacle, notamment des intermittents. Un peintre plasticien évoque l'immersion artistique comme une première nécessité. Une auteure-éditrice milite pour l'imaginaire, la création et la diffusion. Et un poète-compositeur amateur nous explique la notion de droit culturel. On a commencé à faire des actions artistiques d'abord devant l'opéra. On a fait un marathon des arts vivants, donc pendant 10 heures on n'arrêtait pas de faire, tous les artistes s'enchaînaient et le but c'est de jamais s'arrêter pour montrer que quand on est tous ensemble on est inépuisable et que c'est pas le gouvernement qui va réussir à essouffler la culture. Et en fait là donc il y a eu l'opéra qui a été occupé, en ce matin il y a la Roche-Courbet qui est occupée par plein de gens, d'intermittents, de travailleurs précaires, d'étudiants. Oui, on y est passé, oui. Ouais, voilà. Et du coup là en fait on a décidé de continuer à organiser des actions culturelles à l'extérieur. Et en fait là le but, on fait un gros déstockage des arts parce qu'en fait ce qu'on dit c'est que puisqu'apparemment, parce qu'en fait Macron a parlé mercredi dernier, il a absolument rien dit sur les artistes, il a continué à ignorer les revendications du mouvement national, c'est-à-dire pas seulement la réouverture des lieux, parce qu'en fait ça sert à rien si les lieux rouvrent et qu'il n'y a aucune mesure qui est prise pour les salles qui ne peuvent pas fonctionner en jauge réduite et pour tous les travailleurs précaires, les intermittents qui peuvent pas survivre même si les théâtres rouvrent. En fait si on n'a pas de thunes, on n'a pas de thunes quoi. Dans son allocution, Macron a dit qu'il envisageait un plan de réouverture des théâtres à partir de la mi-mai. Mais en fait, nous, ça ne nous suffit pas parce que si les théâtres rouvrent, c'est pas pour ça qu'on va survivre en tant qu'artiste. Et donc du coup, là, on est en train de faire un gros déstockage parce qu'on dit, puisque si on n'a pas de valeur marchande aux yeux de notre gouvernement libéral, alors du coup, on va se solder, on va se déstocker et on va faire une liquidation totale des artistes en disant, écoutez, on n'a pas de valeur, donc faisons des moins 90% sur nous et puis jouons le jeu du gouvernement, quoi. Et les soutiens? Les soutiens qu'on a ou qu'on donne? Que vous avez? Vous recevez? Alors on a plein de soutiens. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on on est en lien avec toutes les écoles nationales. En fait, il y a le mouvement, du coup, nous, on est partie du mouvement Ouverture Essentielle. Donc on est Ouverture Essentielle Bordeaux. Il y a toutes les écoles nationales de France, de théâtre, et aussi les conservatoires maintenant, et en fait tous les étudiants en art en général en France ont fait ce mouvement-là. Du coup, on est en lien tout le temps, on est en lien avec toutes les écoles et tous les étudiants, et on est aussi en lien du coup avec la CIP, avec la CGT. On est en lien en fait avec tous les gens en fait, parce que pour moi, chacun a sa manière de lutter. Mais en fait, ce qui compte, c'est qu'on ait tous envie de revendiquer des choses, de revendiquer la liberté, de revendiquer le droit d'exister, le droit de faire de l'art. Et donc du coup, en fait, pour moi, c'est ça le soutien, c'est tous ceux qui ont envie de se mobiliser, c'est un soutien. Arriver à créer une histoire de l'art et une vie, et la partager, etc. Bonjour Isidore. Bonjour. La culture, vaste sujet, la voix est libre. C'est un produit de consommation de première nécessité, bien avant tous les autres. Si tu es bien accompagné culturellement, tu auras de l'appétit, donc tu vas acheter de quoi faire des bons repas. Tu seras en forme et tu vas te réveiller avec le plaisir d'être encore plus dans la curiosité, dans l'apprentissage, dans l'écoute. La culture, c'est totalement indispensable à l'être humain que nous sommes devenus. Bien longtemps auparavant, la race humaine a évolué grâce à la culture et non pas grâce à l'argent ou grâce à un vaccin ou grâce à quoi que ce soit. Donc c'est totalement, mais indispensable. Et la culture, c'est le partage entre des individus, c'est la sociabilité qui est notre raison d'être. On est là pour être social, pour communiquer entre nous, pour échanger, pour avancer. Après, dans la culture, il y a tous les domaines qui appartiennent à chacun de nos sens. Les 5 sens sont vraiment complémentaires l'un de l'autre. Ils sont totalement différents, distincts, mais d'une telle importance. Écouter l'autre, regarder le paysage, sentir la nourriture, croquer une pomme. À l'origine, moi en tout cas en ce qui me concerne, ce qui m'a éveillé, c'est la famille que je n'ai pas choisie, mais qui de suite, dès le départ,
m'a environné de sa culture, de ses traditions, de ses beaux objets, et qui a éveillé en moi toute une curiosité qui m'a permis d'aller vers les autres, et ensuite, après, les autres de venir vers moi aujourd'hui, à travers mon atelier, puisque je pratique la peinture et les arts plastiques professionnellement depuis 50 ans maintenant. Autre point très important concernant la créativité, c'est que c'est la seule qui te fait accéder à la liberté. Tu peux nous parler de ton atelier ici? L'atelier, c'est... quand j'ai terminé mes études aux Beaux-Arts en 85, après y avoir passé 5 ans, mon projet n'a pas été le même que certains de mes copains. C'est-à-dire que j'ai pas été chercher à être inscrit dans une galerie et à commencer à travailler qu'avec une galerie ou avec... Ça a été au contraire le pari de prendre comme premier outil de travail un grand espace qui doit devenir un atelier, et à partir de la dynamique de cet atelier, arriver à créer une histoire de l'art et une vie, et la partager, etc. Actuellement, depuis 1992, j'ai eu la chance de tomber sur un lieu absolument magnifique, que je modèle maintenant depuis 29 ans. Et ce lieu, il est devenu une dynamique qui fait que énormément de gens peuvent en profiter à travers les expositions que j'organise en invitant des artistes qui occupent tout le bas. Mais sans faire publicité, et le bouche à oreille et l'intérêt et la curiosité des gens ont fait que je vois défiler un nombre de gens impressionnants qui viennent regarder de façon concentrée, curieuse, étonnée, intéressée, qui ont envie de participer. L'atelier est indispensable, c'est un outil de travail indispensable, et c'est un outil de travail indispensable à pouvoir dynamiser pour y faire venir des gens, parce que en tant que plasticien et que peintre, ce que je fais, ma production, elle est silencieuse, elle ne parle pas, mais elle est extrêmement bavarde, et elle est faite pour être montrée, sinon elle n'existe pas. Un mot sur la situation sanitaire actuelle. En tant qu'artiste, je pense que je ne suis pas le seul, le confinement est quelque chose qu'on connaît bien. Je suis une personne qui a la chance de ne pas être obligée de prendre les transports en commun pour aller au travail, qui a toujours refusé d'aller dans les grandes surfaces, qui n'aime pas du tout aller dans les magasins ou dans les rues quand il y a plein de monde. Moi, j'ai une vie en ville. Pour moi, Bordeaux, c'est mon grand petit village, donc je vis à Bordeaux comme si je vivais dans un petit village, en me faisant respecter et en respectant les autres par rapport à cette situation sanitaire, si tu veux. Donc, mais je ne fermerai pas mon atelier, c'est-à-dire de toute façon il est assez vaste et il continue à être ouvert et à voir du monde défiler et à voir des gens qui sont contents de pouvoir s'asseoir, oublier complètement le temps, parce que le temps est pesant pour les gens. Ils n'ont pas l'habitude, j'ai le sentiment que beaucoup de monde n'ont pas l'habitude d'avoir autant de temps que ça pour eux, puisqu'on leur empêche d'être dans une frénésie de déplacement, de consommation. Donc ils se retrouvent confrontés à quelque chose qui nous, honnêtement, en tant qu'artistes, nous avons acquis depuis longtemps, je pense. Alors, nous sommes chez Naquerneuil, qui est une association qui existe depuis 25 ans, fin avril. Bon anniversaire, Naquerneuil. Nous sommes au cœur du quartier Saint-Paul, rue Bouquière, chez Carole. Tu peux te présenter éventuellement et puis nous dire ce que t'inspire la situation actuelle dans le monde de la culture, dans le monde de l'édition, comme tu veux, la voie est libre. Alors, nous sommes chez Naquerneuil, qui est une association qui existe depuis 25 ans, fin avril. Donc, bon anniversaire, Naquerneuil. Nous, on a 4 activités qui sont faire des livres avec des gens, mais quand on veut, diffuser des livres tout autant invendables que les nôtres, créer des manifestations publiques
pour les publics autour des hors-champs de ses livres, des arts plastiques, de la musique, et celle qui nous fait vivre, faire des prestations, faire des ateliers, etc., etc. Donc la culture en ce moment, c'est le deuxième secteur le plus touché après l'aéronautique. C'est un secteur très compliqué parce que c'est un secteur qui ne ramène pas d'argent ou qui ramène de l'argent mais de plein de manières différentes et qui ne doit pas exister seulement pour ça, pour ramener de l'argent. Nous, avec nos 4 activités, on est très peu aidés. On entend beaucoup parler des intermittents, ce qui est très très bien, mais on entend moins parler des artistes-auteurs, par exemple, qui eux ont un statut juste à l'URSSAF, qui n'ont pas d'année blanche, qui payent leur URSSAF, voilà, c'est super la culture en ce moment. Mais je crois que il faut se plaindre, hein, c'est sûr. Il faut revendiquer, mais il faut aussi agir. Nous, par exemple, on devait avoir une grosse exposition dans un espace municipal que l'on obtient sur dossier, à la salle capitulaire Mably. On a appris il y a 15 jours que c'était annulé. 15 jours avant l'expo, hein, sur laquelle on travaille depuis 2 ans. Et voilà, du coup, on expose dans 28 vitrines du quartier. Et chez nous, à Naquerneuil, on change tous les samedis d'accrochage. Voilà, moi je crois qu'il faut trouver des manières d'agir, que c'est bien d'être en colère, mais qu'il faut l'utiliser pour inventer des choses, enfin en tout cas essayer d'inventer des choses. Et c'est donc une exposition complètement Covid safe, puisqu'elle est dans la rue et que c'est du lèche-vitrine. Les sons que ça peut faire. Bon voilà, on commence à faire de la musique. La culture au sens large, qu'est-ce que ça t'inspire? La culture, le mot m'inspire déjà qu'en général on l'utilise d'une manière trop ambiguë. On parle du ministère de la Culture, on parle de politique culturelle et en général ça désigne tout ce qui est pratique artistique, les beaux-arts, le patrimoine, alors que la culture c'est bien plus large que ça. Donc ça comprend évidemment nos modes de vie, ce qui peut nous définir, la gastronomie, les fêtes, les religions, tout un tas d'autres choses, où il y a lieu de parler aussi justement d'éducation populaire. Donc c'est pour ça que je tiens à faire cette différence entre la culture et l'art quand on parle de politique culturelle, parce que c'est des enjeux quand même assez différents. Il y a un endroit où le ministère de la Culture et les politiques culturelles cherchent finalement à encourager ce qui devient de l'industrie culturelle. Hein. On n'appelait pas ça autrement, mais maintenant on l'appelle comme ça, c'est-à-dire une affaire qui doit être rentable et où on fabrique des consommateurs. Je m'amuse à dire depuis longtemps que c'est une arme, je considère ça comme une arme de distraction massive. Alors que quand on parle de la culture au sens plus large, on s'aperçoit vite au sens des droits culturels. Chaque personne est source de culture. Tout le monde a une culture. Donc je veux dire, on ne s'occupe pas de vouloir amener la culture aux autres ou de considérer qu'il y a des gens qui sont sans culture, des nécessiteux de la culture, ou de considérer qu'il faut avoir une politique de la culture pour tous. Tout ça ne tient pas quand on considère que chacun a une culture, chacun est ressource culturelle et que l'enjeu de la culture, c'est de le partager, c'est de l'échanger pour faire humanité ensemble. Ces droits culturels, c'est des choses qui ont été définies, qui apparaissent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Donc ça fait partie, c'est un cursus, tout un tas de définitions, c'est dans une convention à l'UNESCO, c'est maintenant intégré dans la loi française d'ailleurs qu'il faut faire respecter les droits culturels. Voilà. Alors on pose souvent la question à propos des droits culturels, qu'on ne peut pas défendre tout et n'importe quoi et autoriser tout le monde à défendre toute pratique culturelle. Il suffit de dire pour moi que ça vient effectivement des déclarations des droits de l'homme, on le sait, et les pratiques culturelles qu'on considère faisant partie de ce qu'il faut faire respecter, c'est celles qui respectent les droits universels des droits humains, c'est-à-dire celles qui permettent de faire humanité ensemble, celles qui peuvent être partagées. Toutes celles qui ne respectent pas les droits humains fondamentaux sont évidemment font pas partie des droits culturels. Il faut les considérer comme des choses à bannir. On vient de passer 30, maintenant 40 ans de politique, voire plus de Malraux, en passant par Lang, de politique culturelle qui défend ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est devenu pour moi une industrie culturelle.
là où il aurait fallu défendre, où il faudrait aujourd'hui encourager le local, l'associatif, le collaboratif, l'éducation populaire au sens de partage, de faire, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et à mettre ensemble le meilleur des cultures pour faire œuvre ensemble. Et dans un quartier, on peut faire une politique où chacun a des cultures différentes parce que des modes de vie différentes, mais il peut très bien y avoir une vie de quartier qui est une partie de culture commune qui va permettre d'échanger et de faire œuvre ensemble. Et à titre personnel, que penses-tu de la situation actuelle? Si je prends ce qui se passe actuellement, pour moi c'est un peu ambigu. Je veux dire, il y a d'un côté la crise sanitaire, elle est en train de creuser des inégalités et de créer encore plus, comme partout ailleurs, un monde en deux vitesses entre ceux qui vont pouvoir émerger de cette crise, qui vont avoir des financements, qui ont un marché, qui sont crédibles dans les rayons subventions publiques, etc. Donc il va y avoir les grandes salles qui souffrent, hein, ça n'empêche pas qu'elles souffrent, et puis que ça prive plein de gens de spectacles, c'est terrible. Et ça n'empêche que celle-là, à mon avis, joue dans une autre catégorie que tout un tas de ce que j'appelle travailleurs de l'art, qui sont précaires, qui eux certainement s'en relèveront pas. Et pour lequel il faut des revendications beaucoup plus fortes que d'ouvrir les salles. Il me semble évident que travailleurs de l'art et ce qui est beau, c'est pas nouveau à Bordeaux, hein. Il y a le CIP qui était déjà le comité des intermittents et des précaires, qui avait associé des revendications et les problèmes des travailleurs de l'art, des intermittents et des précaires. Moi j'ai envie de dire, je serais assez pour le salaire à vie, quoi, hein. Je pense que ce dont ont besoin les intermittents, les précaires, que ce soit, je le répète, dans le domaine artistique, dans l'associatif, dans le collaboratif, dans l'aide à la personne aux gens, ça serait une solution, le salaire à vie, je crois. Et si on prend l'exemple de la musique? Ce que j'ai envie de dire par ma pratique de la musique, j'ai fait beaucoup de choses assez différentes, c'est-à-dire que j'ai commencé autodidacte à jouer de la guitare, des chansons et du blues, j'ai fait du jazz, j'ai aussi fait des études de composition au conservatoire, donc j'ai écrit la musique contemporaine, j'ai fait de l'islam, j'ai traversé tout un tas de styles on appelle ça des styles, on appelle ça des esthétiques, en réalité c'est des endroits, c'est des champs culturels. Voilà, c'est des champs culturels qui n'échappent pas à ce qu'on appelle la lutte des classes et à des enjeux de domination. Et donc tous ces champs culturels n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes moyens, que ce soit public, que ce soit de diffusion, n'ont pas la même crédibilité n'ont pas les mêmes publics, enfin voilà. Donc c'est toujours drôle de demander, quand on demande à quelqu'un est-ce que vous écoutez la musique, quelle musique vous écoutez? Ah mais moi j'aime de tout. J'aime de tout. Non, on peut pas aimer tout, on n'écoute pas tout, c'est pas possible. Voilà. Et on peut pas avoir un avis tout à fait pareil, c'est pas au même endroit d'écouter Xenakis, Beethoven, Didier Super, Brassens ou Ornette Coleman. Quand on prend une pratique artistique, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens la considèrent et souvent se croient pas capables et souvent ça crée une espèce de fossé entre celui qui fait et celui qui ne fait pas. Celui qui sait faire, on a affaire tous les jours à des gens qui vous disent « Ah, j'aurais aimé jouer la guitare, ah, j'aurais aimé savoir ». Et là, en réalité, plutôt que de parler de musique, j'ai envie de parler encore une fois d'éducation populaire. J'ai milité à l'UPB et puis aussi au GFN. J'aime beaucoup le slogan du GFN qui dit « Tous capables ». Je crois vraiment que quand on se met dans un piano, une batterie, une guitare et qu'on commence ou le banc, là, on prend le banc et on commence à explorer les sons que ça peut faire. Bon voilà, on commence à faire de la musique et puis à partir de là, on comprend mieux. Et puis on peut partager, on peut en parler avec les autres. Donc voilà, ça c'est un enjeu d'éducation populaire le plus vital, je dirais.